J'ai besoin de le faire. C'est même pas que j'ai envie de le faire, c'est que c'est un besoin qui revient, où je me dis mais j'ai pas fini. Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des passionnés qui choisissent d'écrire leur histoire. Cette semaine, j'accueille Guillaume Renard, plus connu sous le pseudonyme de Run. Run est dessinateur de bande dessinée et directeur de collection au sein du label 619. Il est notamment connu pour avoir créé la série Moutafoukaz, dont l'adaptation en long métrage sort le 23 mai dans les salles de cinéma. Aujourd'hui, tout semble fonctionner, mais les choses n'ont pas toujours été faciles pour Run. On revient sur son parcours et ce qu'il appelle la culture de la porte fermée. Run a dû se battre presque 10 ans pour parvenir à publier le premier tome de Moutafoukaz. On parle de sa manière de travailler, il est le genre de perfectionniste qui ne laisse rien au hasard. On aborde le film Moutafoukaz, que j'ai pu voir en exclu et dont les voix principales sont jouées par Orelsan et Gringe. Enfin, on évoque son rapport au temps, ses difficultés à lâcher prise et les risques que cela comporte. Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast en cherchant Nouvelle École. C'est ce qui m'aide le plus et je dédicace cet épisode à une fille qui s'appelle Mégane et qui est venue me parler de Nouvelle École hier. Et ça m'a fait franchement plaisir, alors n'hésitez pas et bonne écoute. Écoute, on va... Le truc, c'est qu'on s'est déjà dit 1000 trucs avant, tu sais. Je sais même plus par où commencer, tu sais. Parce que là, je regardais mes notes, j'étais là, ouais, mais en fait, ça... Attends, est-ce que c'est vraiment ça qui est le plus intéressant ? Non, mais de toute façon, j'ai répondu de manière assez lacunaire exprès pour en garder pour l'interview, donc t'inquiète. De toute façon, on va commencer. Mm-hmm. Salut, Run. Hello. Bienvenue sur Nouvelle École. Et merci Antonin. T'as vu, je donne un peu un ton enjoué au début pour c'est cool. que les gens arrivent et qu'ils aient une énergie, une énergie positive. Run, de ton vrai nom, Guillaume Renard. Oui. Tu es donc... allez, je vais essayer de te définir, même si c'est compliqué parce que tu fais plein de choses. Ouais. T'es déjà dessinateur de BD, Ouais. mais t'es aussi scénariste. Mm-hmm. Notamment, tu as créé toute la série Moutafoukaz, puis ensuite tu as créé le spin-off Puta Madre, puis il y a aussi tous les doggy bags que tu as créé au sein du label 619, qui est dans la maison, dans l'entreprise Ankama, qui est à la fois maison d'édition, mais aussi qui produit des jeux, notamment le célèbre Dofus, que je pense des gens doivent connaître dans les auditeurs de ce podcast. Là, je vais le mettre en mode avion. absolument. Ok, bon, Ouais. reprenons. Donc, je disais tout ce que tu étais, et tu es également, depuis récemment, réalisateur. Ouais. Co-réalisateur, en tout cas. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans le listing de tout ce que je suis, c'est marrant, je me sens légitime quasiment dans aucun, tu vois. C'est assez drôle. Pourquoi ? Je sais pas, j'ai toujours eu ce truc-là. En fait, si tu veux, je suis auteur. Moi, souvent, quand on me demande ce que je fais, je dis je suis auteur de bande dessinée. Ou des fois je dis, ça dépend à qui je m'adresse, directeur de collection. Mais c'est vrai que par exemple là tout à l'heure tu disais scénariste et je me dis ah ouais tiens c'est vrai je suis scénariste aussi. Parce que tu écris le scénario original des BD, du film. Ouais. Mais c'est marrant, c'est un titre auquel je pense pas particulièrement. Et réalisateur, bah oui, dans le sens où j'ai co-réalisé le film Moutafoukaz avec Shojiro Nishimi. Mais le film n'étant pas encore sorti, tu vois, je m'habitue pas encore au truc, tu vois, j'ai toujours eu du mal à m'habituer au titre. Même directeur de collection, il m'a fallu énormément de temps pour sortir le truc. Pourquoi c'est juste Je sais pas. Je crois que ça vient de la culture de la porte fermée au nez, tu vois. Avant d'arriver à ce que je suis maintenant, à savoir directeur de collection, effectivement auteur, scénariste, réalisateur, comme tu le dis. J'ai eu énormément de refus et de fait, je pense que ça m'a quand même pas mal chamboulé. J'ai toujours un problème de légitimité, on va dire. Parce que tu sais, par rapport à cette culture de la porte fermée au nez que j'ai eue, parce que ça a été quand même galère pour publier mon premier bouquin, Moutafoukaz, par exemple. qui est sorti donc en 2006. Qui est sorti en 2006, mais c'est un univers que j'ai créé en 97, si tu veux. Alors, à l'origine, j'avais pas créé pour que ça soit une bande dessinée à proprement parler. C'est-à-dire que par défaut, par la force des choses, j'étais dans mon petit studio d'étudiant et c'est un univers que j'avais envie de créer qui a commencé, c'était presque en mode écriture automatique. J'ai commencé à dessiner des personnages, puis ces personnages, je les ai intégrés dans des strips. Ces strips sont devenus une histoire un peu plus longue et cette histoire un peu plus longue s'est ancrée dans un univers que j'ai créé, tout ça au fur et à mesure en écriture automatique. Mais j'avais pas de finalité à proprement parler. Et ensuite, je suis rentré dans une boîte qui faisait du multimédia et j'ai découvert Macromedia Flash.
Et j'ai découvert qu'on pouvait faire de l'animation sans être animateur, tu vois. Et bon, l'animation, c'est un bien grand mot, hein, tu vois, c'était, appelons ça de l'animette, tu vois, c'est vraiment des trucs, c'est très rudimentaire, mais pour moi, c'était vraiment magique. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah, en fait, cet univers, je pourrais aussi bien le décliner en série web ou en quelque chose d'animation, quoi. Et au fur et à mesure, j'ai créé un site internet où je mettais tous mes croquis, mon character design, des petits bouts d'animation, des petits bouts de BD. Et je me disais, bah, ça pourrait aussi bien devenir un jeu vidéo. La semaine d'après, je me disais, ça pourrait être cool en long métrage. La semaine d'après, je me disais, peut-être une bande dessinée quand même, tu vois. Donc, quand j'ai créé cet univers, j'avais pas de finalité à proprement parler. Tu n'avais pas d'ambition spéciale quand tu l'as créé? Non, je faisais le truc en fait. Tu vois, je faisais le truc, c'était presque un besoin. C'était plus pour le kiff qu'autre chose. Et puis tout ça était nouveau, hein. Je veux dire, peut-être ça peut paraître bizarre à des gens qui n'ont pas connu, enfin, qui ont toujours connu Internet plutôt. Mais moi, le découvrant, il y avait ce côté magique de se dire, mais on peut interagir avec des gens qu'on ne connaît pas. Et en plus, on peut montrer son travail à des gens qu'on ne connaît pas. Enfin, tu vois, il y avait un truc comme ça. Donc, j'étais plus dans le kiff du moment plutôt que dans chercher une finalité à tout ça, quoi, tu vois. Et qu'est-ce que tu appelles du coup la politique de la porte fermée par rapport à cette époque-là? C'est pas par rapport à cette époque-là, c'est après qu'elle est venue. C'est-à-dire que dans la dynamique de créer cet univers, ensuite, j'ai rencontré deux gars avec qui on a fait un premier court-métrage qui s'appelait Opération Tête Noire. Et Opération Blackhead, ça, je l'ai vu sous ce nom-là. Opération, c'est en ça. 2002. C'était en 2002. Et qui a gagné qui a été au Sundance Festival. Exactement. En fait, on s'y attendait pas du tout. Encore une fois, c'était dans une dynamique de kiff et de faire les trucs qui nous faisaient kiffer. Attends, avant qu'on en aille plus loin, je vais quand même rappeler aux gens qui écoutent, parce que là, on parle de Moutafoukaz et ils connaissent pas. Alors en fait, Moutafoukaz, c'est l'œuvre de Run qui, du coup, maintenant s'étend sur presque bientôt 20 ans et qui raconte l'histoire de, on va dire, deux petits losers un peu dans la ville de Dark Mid City, qui est une ville qui a un mélange un peu entre Los Angeles, Tokyo, enfin différents trucs comme ça, mais qui a un côté bien Los Angeles quand même. Et en fait, il va arriver un accident de scooter au héros Angelino. Et ensuite, vont se créer toute une série d'événements. Ils vont être poursuivis par des hommes en noir. Ils ne savent pas très bien pourquoi. Et il y a toute une intrigue qui se déroule ensuite, en fait. Et donc ça, c'est Moutafoukaz, dont le film, le long métrage, sort le 23 mai en salle, avec d'ailleurs, que tu as co-réalisé, et d'ailleurs avec les voix d'Orelsan et Gringe. Exactement. Et Redouane Arjan. Absolument. Et c'était juste un aparté pour rappeler les bases du truc. Ouais, voilà, c'est vrai qu'on est parti comme ça. Parce que moi, je les ai lus et tout. On est parti total YOLO, mais bon, effectivement, tu fais bien de resituer. Et donc, on parlait de Opération Tête Noire, du coup. Donc voilà, ce long métrage qui va sortir le 23 mai, la base, c'est, on va dire, un univers qui a été créé en 97, donc c'est ce dont je parlais, et notamment au travers de ce court métrage qu'on avait fait, encore une fois, pour le kiff. Et donc, quand tu me parles de cette culture, justement, de la porte fermée au nez, c'est tout simplement que à partir de là, on a eu énormément d'invitations à des festivals. Comme tu l'as rappelé, on a été nominé au Sundance Festival en 2003, qui est la grand mecque du cinéma indépendant. J'y suis même pas allé. Pourquoi ? Parce que c'était une époque où je flippais total des voyages et de bouger mon cul. Et je sais pas, j'étais en mode autiste, chelou. J'ai trouvé tous les meilleurs prétextes au monde pour ne pas y aller. C'était quoi les prétextes ? Plein de trucs. Je peux pas parce que je dois faire. Je peux pas, j'ai piscine, tu vois, le genre de truc à la con. Je peux pas parce qu'il faut rendre tel truc. Le mec me disait non, mais c'est pas grave, on peut reculer d'une semaine. Ouais, mais en fait, non, c'est compliqué parce que ma meuf, en fait, elle doit venir, machin. C'était la peur de voyager ou de... La peur de l'inconnu, en fait. Je sais pas te dire exactement de quoi c'était. Je pense que c'était. Moi, je suis un anxieux. J'ai toujours été un anxieux. Et si tu veux, à la différence d'hier, c'est qu'aujourd'hui, je transforme en quelque chose de... Je suis dans une espèce de perpétuelle fuite en avant. Avant, c'était juste... j'étais figé, quoi, tu vois. Et donc voilà. Et c'est con, je me dis que j'aurais peut-être dû y aller. Mais bon, bref, peu importe. J'y suis pas allé. Et à partir de ce moment, on a eu quand même quelques demandes. Notamment, il y avait une chaîne américaine qui voulait intégrer des courts programme, et notamment Moutafoukaz, au sein d'un show. Et j'étais bien tenté de le faire. On en a parlé à l'époque dans la boîte qui m'embauchait, qui était Team Schman, qui était une boîte de multimédia, qui avait vraiment une bonne hype à l'époque, tu vois. C'est l'époque du 52K, je te parle. Donc, tu vois, c'était pas...
On n'était pas à la fibre du tout. Hein. Mais c'était les premiers contenus Internet et on était les premiers à faire ça au monde. Hein, tu vois. Donc, c'était vraiment une renommée internationale qu'on avait. Et du coup, finalement, ça a été un peu compliqué parce que c'était un moment où c'était un peu chelou dans la direction. Finalement, ils ont refusé. Et à partir de ce moment-là, c'est là que ça a commencé les difficultés. C'est-à-dire qu'on avait une autoroute devant nous, si tu veux. Et le fait de ne pas y être allé, je me suis retrouvé à... Bon, finalement, j'ai quitté la boîte au bout de 2 ans de stagnation, quand même. J'ai attendu 2 ans, tu vois. Entre-temps, ils avaient déposé les droits Moutafoukaz, donc il a fallu que j'attende que la boîte se casse la gueule pour reprendre la marque Moutafoukaz, pour me dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire, moi, tout seul, sans avoir une équipe de malades et un budget de fou, une bande dessinée. Je me suis remis à la bande dessinée, et c'est là qu'ont commencé les problèmes, les deuxièmes problèmes, c'est-à-dire que dans le paysage éditorial français, personne ne voulait de ce projet. Personne ne voulait de ce projet. Pourquoi ils ne voulaient pas de ce projet ? J'en sais rien. Alors, honnêtement, j'en sais rien. Alors, si tu veux, moi, ça m'a... Si tu veux, j'étais plutôt confiant sur ce que j'avais fait. Je me disais, moi-même, étant client de ce que je présentais, je me disais moi-même, bordel, il y a rien qui existe comme ça dans la BD franco-belge. Donc c'est potentiellement que ça n'a jamais été présenté. Et je me suis vite rendu compte que ça avait peut-être été présenté, mais en tout cas, les maisons d'édition françaises n'en voulaient pas. C'est ce qui m'est arrivé en tout cas. Donc, ils te renvoyaient des refus ou ils te répondaient pas ou j'ai même eu des rendez-vous avec les mecs. Si tu veux, les mecs m'expliquaient que ouais, ok, c'est bien beau tout ça, mais la BD franco-belge, c'est pas du 128 pages avec ton format chelou. C'est comme ça, c'est cadré, il y a une économie qui est solide. C'est du 48 pages, couleur. Il faut qu'il y ait un minimum de 10 cases par page, sinon le lecteur se sent floué. C'était tout un argumentaire qui me foutait sur le cul, parce que je me suis dit, attends, j'ai l'impression qu'on est en train d'essayer d'envoyer une fusée sur la Lune. Là, je me rendais pas compte à quel point c'était fermé, en fait. Tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui soumettent des projets comme ça il y a un côté très... Il y a un côté très immobiliste, quoi. En plus, c'était il y a 10 ans. Tu vois. Aujourd'hui, ça serait peut-être différent. Peut-être qu'Internet a beaucoup bougé le truc aussi. Internet, et puis nous, en fait, c'est con. Hein, mais après, on en viendra. Tu penses que c'était la génération sacrifiée de la porte fermée un peu ? Pas sacrifiée, en tout cas, essuyage de plâtre, ouais, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Mais même, de toute façon, c'est l'histoire de ma vie, hein, que ce soit pour le film ou pour la BD, on essuie les plâtres, hein, tu vois. Mais, et du coup, voilà. Là, c'est vrai que plusieurs fois, on m'a remis dans le pif que j'étais pas dessinateur de BD, j'étais pas scénariste. On t'a dit ça ? Ah ouais, c'était clair. C'était, ouais, mais non, attends, t'as fait quoi comme BD avant ? J'en ai pas fait. Ouais, mais alors là, ça va être compliqué. Donc, ils voulaient me mettre des scénaristes, ils voulaient me mettre... Enfin, je veux dire, j'étais pas considéré. On me disait toujours, tu viens du web. Tu vois, c'est comme, tu viens du web, parce que j'avais un site internet dans lequel je montrais mes projets. Et je bossais dans une maison multimédia. Donc, les mecs de la BD, les éditeurs me disaient, ouais, mais tu viens du web, tu vois. Et j'avais jamais vraiment compris, parce que je disais, ouais, mais avant de venir du web, j'ai fait, je sais pas, les beaux-arts, j'ai fait une petite BD. Enfin, je suis pas totalement débile, je lis de la BD. Enfin, tu vois, en gros, laissez-moi ma chance, tu vois. Et non. Même, je me souviens d'un éditeur qui me déballe tout son argumentaire. Tu viens du web et tout le bordel. Et au bout d'un moment, il décide quand même d'ouvrir ce que je lui montre sous le nez. Il n'avait pas ouvert. Il n'avait pas ouvert. Non, il avait regardé les dessins, c'est tout, le truc. Il fait, ah, c'est pas mal quand même et tout. Je vois qu'il commence à lire. C'est toi qui as écrit ? Bah ouais. Ok. Je vois qu'il se dit, ah, en fait... Et il finit par me dire, et il referme le truc, il fait, non mais de toute façon, il faut que tu bosses avec un scénariste, c'est comme ça qu'on commence. Tu vois, bon bah ouais, ok, donc il a voulu me mettre un scénariste, le scénariste n'a jamais répondu, puis voilà, le truc est tombé à l'eau. Toi, tu aurais accepté de bosser avec un scénariste ? Mais moi, j'étais prêt à tout, mec. Si tu veux, à un moment donné, je me dis, bah ok, si c'est ça qu'il faut. Mais c'était pas sur Moutafoukaz, hein. Soyons clairs. Ah ok. Ah non, c'était pas sur Moutafoukaz. Clairement, les gens croyaient pas au potentiel de Moutafoukaz. Donc non, c'était sur autre chose. Hein. Le mec, à l'époque, je bossais dans un magazine qui s'appelait Max, tu vois, où il y avait pas mal de meufs dénudées et des trucs comme ça. C'était un petit peu, je sais pas si t'as vu. Ça me dit quelque chose, mais j'ai pas. Oh, ça s'appelait Max et il y avait toujours le poster
Le max du mois de janvier, c'était les posters avec Tabata Cash ou des trucs comme ça. Bon, bref. Okay. Et moi, je dessinais là-dedans. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que je dessinais avec Vatine. Vatine, il dessinait le courrier des lecteurs. Il dessinait la petite nana sexy des courriers des lecteurs. Alors, qui est Vatine ? Olivier Vatine, c'est un auteur de bande dessinée très connu qui bosse chez Comics Bureau. Ok. Parce que là, j'ai failli faire genre je connaissais, et, du coup, je vais pas faire ça, je vais lui poser la question, tu sais. Ouais. Et du coup, bon, bref, et donc il voit mes dessins dans Max et il me dit, ouais, il veut me mettre un scénariste pour faire des trucs qui étaient un peu plus. Mais c'est une logique en plus qui est. Enfin, c'est comme la logique, c'est comme quand tu cherches un stage quand t'es étudiant et qu'on te dit, bah, t'as fait quoi avant ? Bah, rien, parce que je cherche mon premier stage en fait. Mais c'est ça. On te dit, bah, reviens quand t'auras de l'expérience. Et ouais, c'est compliqué, mais tu demandes de l'expérience. Faut commencer par quelque chose. Et moi, en l'occurrence. T'as fait quoi du coup ? Ben, j'ai fait quoi ? J'ai continué parce que je me disais. Oui, donc tu me disais, est-ce que tu étais prêt à faire d'autres choses ? Bien sûr, bien sûr que j'étais prêt. Sauf que en plus, ça n'aboutit. Non seulement je les écoutais, les gars, mais en plus, ça n'aboutissait pas. Tu vois. Donc, même si j'étais moyen chaud sur leur truc, quand le mec m'expliquait qu'il fallait un minimum de 10 cases par page pour pas que le lecteur se sente floué, je me disais, attends, qu'est-ce qu'il y a dans les cases aussi, tu vois ? Enfin, je trouvais déjà que l'argument était chelou. Et après, moi, j'arrivais aussi peut-être avec des exigences de taulier, c'est-à-dire que moi, j'avais déjà dans mon idée, on va faire un truc différent, tu vois. On va faire une bande dessinée non pas de 48 pages, mais de 128, tu vois. Avec un format, pas votre format habituel, mais un format comme ça. Mais les mecs, ils me disaient, mais t'es un ouf, quoi, tu vois. Ils me le disaient pas clairement, mais je le ressentais. Ils devaient se dire, qu'est-ce que c'est que ce gars, quoi. Et du coup, t'as eu beaucoup de refus à ce moment-là Bah ouais, j'ai eu que des refus, en fait. J'ai fait toutes les maisons d'édition franco-belges, quasiment, tu vois. Et j'ai eu que des. Et puis des fois, c'était un peu particulier, c'est-à-dire qu'on me disait, bah, ouais, retravaille ça. Temps de retravailler, le mec, il était plus à ce poste-là, puis je repartais de zéro, et puis ça repassait en réunion éditoriale, et bon, au bout d'un moment, tu te dis, bon, bah, c'est cuit, quoi. Et c'était quoi, tu te sentais comment à cette époque, du coup ? Pas bien. Ouais. Non, mais pas bien, parce que tu te dis, j'y crois en mon truc, mais est-ce que ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque, quoi. Ça t'est déjà arrivé de te dire, ça se trouve, c'est nul et genre, je devrais arrêter le dessin et... Bien sûr. Moi, j'ai un pote qui bossait à H&M, je dis, mec, réserve ma place, parce que tout simplement, j'arrivais en fin de droit. Tu vois, à un moment donné, j'étais au chôme du. J'avais quitté ma boîte pour créer ma BD. Je me dis, bon, 2 ans, ça devrait aller. Et puis au bout de 2 ans, tu n'as toujours que dalle. Donc, moi, j'avais même tenté les maisons d'édition américaines, tu vois. Mais mon anglais n'était apparemment pas suffisant. J'ai eu des retours, notamment d'Eric Larsen, qui avait créé Savage Dragon. Je vois ton regard qui est parti, là, je vois que tu ne connais pas non plus. J'allais dire non plus. Mais bon, c'est un mec qui a cofondé le Image Comics. Et il m'a répondu en personne, donc il a lu le truc et tout. Il m'a dit, le graphisme est cool, par contre, ton anglais est vraiment pas bon. Et en fait, moi, naïvement, je me disais, bah, ils vont me mettre un mec bon en anglais, et puis on n'en parle plus. Mais non, c'était pas dans leur schéma d'acceptation de projet. Donc ouais, vraiment, ça a été une période dure où je me suis beaucoup remis en question, mais à la fois, je me suis dit, ouais, mais je veux faire ça, en fait. C'est ce que je voulais faire. C'est-à-dire que si, quand bien même aujourd'hui, je bossais chez H&M ou je ne sais où, je continuerais, je pense, à faire ma BD dans mon coin. Et puis, en plus, aujourd'hui, par rapport à il y a 10 ans, c'est qu'on peut présenter facilement son projet sur Internet. Je me souviens d'une anecdote. Il y avait un truc qui s'appelait, je crois que c'était Glénat qui avait fait ça, qui s'appelait Le Lab. Et en fait, c'était une espèce de forum où tous les jeunes auteurs de BD pouvaient mettre en ligne leurs planches de BD. Et je me dis, ah tiens, je vais peut-être tenter le coup, quoi. Donc, et en plus, il te disait que régulièrement, il y avait des éditeurs de chez Glénat qui allaient voir ce truc-là, et tu pouvais potentiellement interpeller un des éditeurs et te retrouver édité. Donc, je me suis dit, je vais tenter le coup. Donc, je me retrouvais avec des bandes dessinées vraiment tellement cheloues. Il y en avait même, j'avais fait des enregistrés sous, parce que j'ai trouvé tellement psyché, chelou, avec des dauphins. Enfin, bon, bref, ça remonte. Là, ça me revient d'un coup, quoi. Mais, et je mets Moutafoukaz. Et je m'aperçois que leur truc est assez mal foutu. Et en fait, tous les jours, tu peux voter pour Moutafoukaz. Donc, tous les jours, je votais pour ma propre BD. Jusqu'à me retrouver dans le haut du panier, tu vois.
uniquement grâce à moi. C'est de bonne guerre. Hein. Et tu te fais pas. En plus, non seulement tu te fais pas repérer, mais en plus, t'avais des mecs qui pouvaient commenter en dessous. Et c'était en plein pendant les émeutes de Paris. Et je me retrouve avec un procès d'intention en mode ouais, quand on voit certains auteurs de BD, ce qu'ils ont dans la tête, il faut pas s'étonner que les bagnoles elles brûlent dans les banlieues parisiennes. Tu vois. Ah ouais, c'était en 2005, c'est ça? C'était en 2005. Ouais. Donc ça, c'est un petit truc qui me revient comme ça. Et du coup, je veux dire. Non seulement tu te cheats pour arriver dans le haut du panier, mais en plus tu te fais bâcher par des gars d'un truc qui a rien à voir avec ta BD, parce que tu te dis bah ouais mais d'accord les gars, ok, mais c'est pas moi qui brûle les voitures à Paris. Enfin tu vois ce que je veux dire. Donc tout ça crée une espèce de spirale négative qui t'enfonce tout doucement vers un truc. Et quand je te parle de culture de la porte fermée au nez, c'est un peu de ça dont je parlais, c'est-à-dire que bah ouais, t'as intérêt d'avoir un putain de blase bien accroché, bien solide. Parce qu'au bout d'un moment, ça, c'est tendu, quoi, tu vois. Et pourtant, tu savais quand même toujours que tu voulais. Tout à l'heure, tu disais, je l'aurais fait même dans ma chambre, même si j'avais bossé à H&M. Ouais. Tu savais que tu aurais dessiné quoi qu'il arrive, quoi. Bah, en tout cas, je savais que. En plus, moi-même n'étant pas forcément. Je me suis jamais considéré vraiment comme un dessinateur, en plus. Encore une fois, pour beaucoup de gens, ça les bloque, mais je me sens toujours pas 10 ans plus tard, alors que ça fait 10 ans que je fais de la BD. Ça fait 8 ans que je suis directeur de collection et qu'on a fait vraiment on a fait nos preuves, tu vois. Je me sens toujours pas légitime dans le monde de la BD. Je me sens toujours pas légitime dans le monde du dessin. C'est très particulier. Mais bref, mais ne me sentant pas légitime dans le monde du dessin, c'était mon seul moyen d'expression. Donc oui, j'aurais continué à faire Moutafoukaz, mais tout simplement parce que je pense que c'était aussi une échappatoire, quoi. Moi, je me rends compte. C'est un truc, j'ai besoin de le faire. C'est même pas que j'ai envie de le faire, c'est que c'est un besoin. C'est-à-dire que là, j'ai lâché mes persos. Le film, on l'a terminé il y a maintenant plus d'1 an. On fait la tournée des festivals. Je pensais en avoir fini avec Moutafoukaz. Et c'est un besoin qui revient, où je me dis, mais j'ai pas fini, j'ai pas tout raconté. Ils continuent de vivre dans ma tête. Je les vois presque comme si c'était des potes. Hein. C'est bizarre des fois quand je dis ça, mais je les mets dans une situation et ils font le truc tout seuls. Moi, il faut juste après que je traduise ce qu'ils ont fait et que je le raconte. Ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Il y a un bouquin de Stephen King dans lequel il parle de comment il écrit, où il explique qu'en fait, il ne sait pas ce qui va se passer, mais il apprend à connaître les personnages au fil du temps. Ouais. Puis au bout d'un moment, c'est les personnages qui font leur truc. Quoi. C'est comme s'il leur courait après, il est comme s'il écrivait les mots exactement, après. Exactement. Et pour avoir commencé à écrire des trucs de fiction, etc., je commence un peu à gratouiller ce phénomène. Tu vois. C'est cool ça. Hein. Ouais, c'est hyper impressionnant. Ouais. En fait, c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris parce que je lisais un peu ces trucs-là, genre ouais, tu sais, non, mais un peu bullshit. C'est vrai. C'est une réalité, c'est-à-dire que tu deviens spectateur de tes propres. En fait, tu racontes leur aventure qui se passe de manière indépendante. Enfin, si tu veux, c'est dans ta tête, hein, bien sûr, qu'on soit clair. Mais toi, tu es juste là pour tracer un fil rouge et faire une cohérence entre les différents événements. Mais ce qui se passe, si tu veux, tu les mets dans un décor, tu les mets dans une situation, et c'est eux qui réagissent tout seuls. Enfin, c'est pour quelqu'un qui écrit pas ou qui fait pas de BD ou qui, c'est peut-être difficile à percevoir, mais moi, j'en suis à ce niveau-là sur mon univers, ouais. Est-ce que du coup, ça n'a pas été finalement un peu un mal pour un bien que le projet Moutafoukaz mette aussi longtemps à se concrétiser? Parce que, pour rappel, tu as publié la première BD en 2006, je crois. Ouais. Et est-ce que c'est pas un mal pour un bien que ça ait mis si longtemps à se concrétiser, ou que tu n'aies pas même réussi à faire des compromis et que du coup, tu as pu en fait délivrer ton œuvre exactement comme tu l'avais, et puis tu as eu toute la gestation très longue? Certainement. Alors après, pour la petite histoire, les gens vont se dire, bah, alors finalement, comment ça s'est passé tout ça? Il se trouve que j'étais arrivé au bout du rouleau, hein, clairement, avec ma BD. Le problème aussi, c'est que à force d'avoir des retours des éditeurs, la BD ne ressemblait déjà plus trop à ce que j'avais à la base. C'est-à-dire que moi, comme j'étais chaud, j'étais OK pour faire les compromis qu'ils me demandaient. Ma BD, elle est passée d'un format comics avec 5 cases par page à un format BD franco-belge 19-20, enfin même pas 19-20, qu'est-ce que je raconte, 24-32, avec 10 cases par page, enfin, tu vois. Et à un moment donné, même moi, je me dis, attends, c'est quoi exactement ce que je voulais faire à la base? J'en savais plus rien. Et là-dessus, j'ai un pote, Danny Boy, qui est un graffeur et qui avait dessiné le logo Moutafoukaz. Il cherchait du taf et il se trouve qu'il me dit il y a une boîte qui vient de se monter, enfin qui est assez récente, qui s'est montée dans la région, qui s'appelle Ankama. Et j'ai un entretien d'embauche, ça te dit d'aller voir et tout. Et puis en plus, il avait pas de bagnole. Et moi, j'avais ma petite Austin Mini qu'on voit dans un BD d'ailleurs.
Je dis, bah vas-y, go, on va aller voir. Je me suis dit, pourquoi pas, ça se trouve, ils cherchent du graphisme, ils cherchent des trucs, on verra, quoi, tu vois. Donc, hop, on part dans la petite Mini, direction Roubaix. Et puis lui, il a son entretien d'embauche. Et moi, je rencontre le big boss. Et il me fait, ouais, ouais, vous êtes... Et c'est marrant parce que c'est un détail qui me revient là, mais tout le monde avec une queue de cheval dans cette boîte. Et moi, j'arrivais avec un look un peu Eminem. Tu vois, j'avais les cheveux très courts, décolorés, une casquette et un baggy. Enfin, tu vois, j'étais vraiment en total décalage avec tout le reste des gars. Et il me fait, ouais, donc, ouais, t'es qui, machin. Donc, on se serre la main. Lui, il me dit Anthony Roux, c'est directeur d'Ankama, directeur créatif. Et moi, je dis, bah, moi, je suis Run. Et je lui raconte un peu ce que je fais. Et quand je lui parle de Moutafoukaz, il tilt. Il fait, ah ouais, mais attends, le court-métrage, c'est toi? Je dis, ouais, ouais, c'est moi. Opération Black Il avait vu, il avait bloqué dessus. Et je dis, ouais, c'est moi. Et il dit, oh putain, excellent et tout. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça? T'en es où? Tu fais quoi? Ça en est où de ce projet? Et je dis, bah, le projet est mort, dans le sens où moi, je suis parti de la boîte. Par contre, je cherche à en faire une bande dessinée, là. Il me dit, oh, bah, c'est excellent, bah, viens, fais-la chez nous. Je dis, attends, fais-la chez nous, c'est une maison. Enfin, tu vois, ils font du jeu vidéo, je vois pas le rapport et tout. Il me dit, en ce moment, je suis en train de chercher à monter une maison d'édition. Donc, je bloque un peu. Et il me sort 2 bouquins. Il me sort l'artbook Dofus et il me sort le manga Dofus. Et là, je vois de vrais bouquins. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un truc imprimé, c'est pas un fanzine, c'est un vrai bouquin, tu vois. Je dis, bah attends, mais. Ah ouais, mais la maison d'édition, si tu veux, n'était pas encore créée. Et eux, ils proposaient ça à leurs abonnés de Dofus. Donc je me dis, ouais, putain, ça peut être cool, mais en même temps, bizarrement, je me suis dit, attends, moi je viens de Lille, le truc il est à Roubaix, ça fait très local, quoi, tu vois. Ah ouais. Ouais, je me disais, bizarrement, je sentais pas le truc décoller si j'acceptais, tu vois. Je me disais, ça va rester cantonné à la région. Tu sais, des fois, je sais pas si vous avez ça à Paris ou quoi, mais nous, dans les librairies ici du Nord, on a des trucs très typiquement du Nord, tu vois, genre Cafougnette, ou des trucs qui sont très locaux. Tu vois, tu verras pas dans le reste de la France, par exemple. Voilà, et je me suis dit, ou bien Tintin en ch'ti, tu vois, et je me suis dit, ouais, mais du coup, est-ce que ça va pas rester cantonné, tu vois, à côté de Tintin en ch'ti, aux produits locaux, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais j'appelle mon pote Stan à l'époque, où je lui avais demandé aussi ce qu'il en pensait. Stan, qui est un dessinateur de BD qui bossait chez les Humano et tout, qui avait pas voulu du projet, mais bon, lui, il était pour rien, lui, il était juste auteur, et il me dit, bah écoute, je lui demande qu'est-ce qu'il en pense. Je suis long là, non? Ça va? Pas du tout. Je lui demande ce qu'il en pense. Il me dit, mec, peut-être que ça vaut le coup de tenter l'affaire. Parce que dans une maison d'édition traditionnelle, tu seras peut-être dans le catalogue noyé complètement. Et les mecs, s'ils croient pas un minimum dans ton truc, ils vont pas le défendre et tu vas vite te retrouver au bout d'un tome, ou à la limite 2, et ils vont te lâcher comme une vieille merde. Donc là, l'avantage d'être présent dans une maison d'édition qui commence, c'est qu'il y a tout à faire. Donc, et du coup, les gens seraient impliqués, c'est ça? Impliqués. Puis parce que forcément, ton produit, du coup, il est important pour eux parce que c'est leur premier produit d'édition. Voilà. Donc s'il est raté, c'est-à-dire que leur maison foire. C'est ça. Mais à la fois, tu te dis, ok, mais Stan, je comprends ce que tu me dis, mais ils n'ont pas de distribution. C'est-à-dire que la maison d'édition Ankama, Ankama Édition qui n'existait pas encore, c'est-à-dire que le manga Dofus et le artbook Dofus n'étaient pas distribués, c'est-à-dire n'étaient pas trouvables en librairie. C'était disponible seulement sur Internet. Donc, tu vois, moi, mon but ultime, c'était d'avoir Moutafoukaz en librairie. En librairie, tu vois. En librairie. Pour moi, c'était ça le truc de l'édition. Si c'est juste pour vendre sur Internet, ouais, aujourd'hui, en 2018, ça a du sens. En 2006, ça en avait un peu moins. Ça faisait un petit peu genre direct ou DVD, tu vois ce que je veux dire? Mais qu'est-ce que tu disais? Qu'est-ce que tu appelais au bout du rouleau? C'est pour ça, en fait. Tu t'aurais abandonné sinon, juste avant d'avoir ce truc avec Ankama ou... Bah, j'ai abandonné mes recherches, ouais. J'ai abandonné mes recherches. Je me disais, je ferais de la BD comme d'autres font du bricolage dans leur garage, quoi, tu vois. Et la mort dans l'âme, hein, tu vois. Mais je me disais, il y a peut-être moyen de rebondir sur autre chose. Par exemple, nous, on était arrivés en 2003 avec Semperfi, une association que j'avais créée. On était les premiers en France à faire du toy design. Tu vois, le mouvement avait explosé. Après, moi, aujourd'hui, c'est vraiment perte de vitesse. Mais tu vois, je me dis, il y a toujours moyen de rebondir sur d'autres choses. Mais en tout cas, pour la BD, ça me paraissait complètement plié. Hein, tu vois, à un moment donné, quand tu fais toutes les maisons d'édition et tout le monde te dit non, bah, à moins de créer la tienne et tu n'as pas les compétences pour,
c'est que c'est plié, quoi. Ouais, mais c'est un peu ça finalement. Enfin, c'est pas exactement ce que tu as fait, mais un peu. Ouais, Parce que du coup, tu es arrivé dans une toute nouvelle et tu as eu ta collection. une plus ou bonne moins. rencontre, une Ouais. bonne rencontre. Et deux, si tu veux, deux parcours atypiques, parce que Todd, il avait son parcours atypique aussi, et puis deux mecs qui se télescopent dans une volonté de faire bouger les lignes, en fait. Parce que Todd, ça a toujours été ça, son ambition et son envie. Du coup... Et même, est-ce que c'est pas une bonne rencontre? Enfin, c'est une bonne rencontre, mais est-ce que la part de chance n'est pas un peu limitée? Parce qu'elle se base pas mal sur le truc que tu avais fait avant, finalement. Tu vois, si tu avais rencontré et que tu n'avais pas sorti le court-métrage, par exemple, ça aurait pas du tout donné la même chose, quoi. C'est sûr. Mais de la même façon que si mon pote, je l'avais pas accompagné pour son entretien, tu vois, tout ça, c'est des trucs, c'est ça, on pourrait philosopher des heures là-dessus, mais tout se joue à rien des fois, quoi, tu vois. Et de la même façon, si mon anglais avait été meilleur, ça se trouve, Eric Larson, il aurait dit OK pour. On ne sait pas, en fait. Et du coup, j'en étais où? Bah, tu disais que tu avais envie d'être en librairie et qu'à l'époque, tu avais peur Ouais, de c'est rester ça. local. Donc, mais par contre, il y avait un argument de poids, mais de poids vénère. C'est que Todd m'a dit, t'as carte blanche éditoriale. Tu fais ce que tu veux. Ce que je veux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux passer en noir et blanc, ce que je voulais déjà, hein, mais que tout le monde m'avait dit, non mais mec, c'est pas ça la BD, c'est une hérésie ce que tu es en train de nous dire. Tu voulais dans la BD qu'à un moment, ça passe de la couleur au noir et blanc. Au noir et blanc, ouais. Donc lui, il me dit, ouais. Je dis, mais je peux changer de papier aussi à ce moment-là? Ouais, tu fais ce que tu veux. Pourquoi il fallait changer de papier à ce moment-là? Pour moi, c'était important, c'était pour marquer la rupture graphique, tu vois, comme ça, tu marques la rupture vraiment de manière nette, et en plus là, bon, dans le tome 1, au moment de cette rupture graphique, c'est vraiment le basculement des personnages dans un truc complètement différent, où là, il n'y a plus aucun doute, ils sont vraiment dans la merde. Donc, pour moi, tout ça, ça avait du sens éditorialement, et bien sûr, tu arrives comme ça, tu parles de ça à des mecs qui sont dans le métier depuis 30 ans et te regardent en te disant mais casse-toi, quoi, tu vois. Tandis que là, le mec, il me dit carte blanche. Donc j'ai dit ok, je tente le coup. Donc j'ai fait mon premier tome. Il me restait plus que quelques pages, une trentaine de pages pour finir, tu vois. Et voilà, donc pas de distributeur, pas disponible en librairie, mais il se trouve qu'on tombe sur un gars, un commercial qui s'appelle Carmelo, qui est plus là, ça fait longtemps qu'il est plus là, et lui, il avait la niaque de ouf, et il a appelé avec son petit téléphone toutes les librairies de France pour proposer Moutafoukaz. Ce qui fait que comme ça, juste par téléphone, on en a placé 6000, ce qui est un exploit. Waouh. Et comme quoi ça fonctionne. Ouais. De juste y aller à l'huile de coude et à fond, au culot, et vas-y. Et on est complètement hors circuit, c'est pas grave. C'est un peu d'ailleurs ma stratégie avec Nouvelle École et les gens que j'essaie d'inviter. Ouais. C'est que j'envoie vraiment des centaines de mails, quoi. Ouais. Je me dis toujours, ouais, mais. Parce que vraiment, il y a des fois où je passe une semaine ou 2 semaines et j'ai aucune réponse, mais zéro, quoi. Et je me dis toujours, ouais, mais c'est sûr qu'il y en a au moins un qui va finir par répondre. C'est impossible statistiquement, tu vois. Et bref, c'est marrant. Enfin, je trouve que ça marche, cette stratégie, tu vois. En tout cas, lui, voilà, c'est la stratégie qu'il avait adoptée. De toute façon, on n'avait pas le choix, on n'avait pas d'autre, hein, de toute façon. Ouais. Et il se trouve que qu'il y a un mec de la FNAC qui avait pas mal de potentiel, de pouvoir. Et apparemment, il y avait un de ses collègues qui disait vas-y, lis ça, c'est super et tout. Ouais, vas-y, ça raconte quoi? Bah, c'est un livreur de pizza, c'est une histoire d'extraterrestres, machin. Et le mec, le pitch, il a été complètement dégoûté. Il a fait ouais, non. Moi, je suis pas, j'aime pas ce genre de truc et tout. Ouais. Mais apparemment, il s'est retrouvé à un moment donné devant le bouquin à devoir le lire, je ne sais pas pour quelle raison. Et il avait il croyait tellement détester le projet que quand il l'a lu et qu'il a aimé, il a aimé 2 fois plus, je pense. Enfin, c'est comme ça que je conçois le truc, que s'il l'avait découvert par lui-même, je pense. Et il a tellement adoré qu'il l'a mis en coup de cœur Fnac. Et coup de cœur Fnac, pour une maison d'édition qui n'a pas de distributeur, c'est juste un truc de malade. Parce que ça veut dire que la centrale d'achat Fnac va commander ta BD pour la mettre dans toutes les Fnac de France. Et là, une fois que ça s'est passé, on a un distributeur qui s'est pointé en disant on veut, parce que jusqu'à présent, les distributeurs pensaient, avec le artbook Dofus et le manga Dofus, qu'Ankama voulait juste faire des produits dérivés de son univers de jeux vidéo, donc n'était pas considéré comme une maison d'édition en devenir.
Ils se disaient juste, bah voilà, ils font des produits dérivés, voilà. Parce que pour être une maison d'édition, il faut quand même avoir un flux et tu vois, une volonté d'éditer des BD, quoi. Et là, avec Moutafoukaz, ça a envoyé le signal clair aux maisons d'édition qu'il y avait une volonté d'Ankama de faire une vraie maison d'édition avec des vrais projets qui n'étaient pas forcément issus du jeu vidéo. Et à partir de là, du coup, les trucs se sont débloqués. Bah après, on a eu un distributeur et puis après, voilà, ça a commencé. Donc Toth m'a dit, est-ce que ça t'intéresse de participer à la création de la maison d'édition ? J'ai dit, bah à fond. Donc si tu veux, en quelques mois, je me suis retrouvé de persona non grata dans le monde de l'édition à directeur d'édition. Ouais, mais ce qui prouve bien dans un sens que... Tout à l'heure, tu disais... ces histoires de légitimité et tout, finalement, ça va assez vite, quoi. Ouais, mais alors attention, ça va vite dans les faits, dans ta tête, t'en es toujours au même point. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, c'est pareil. Quand j'étais plus vieux, moi, j'ai toujours été un petit babtou fragile à la récréation et tout. Je dessinais des tatous au stylo bic sur les costauds pour qu'ils me défendent contre les mecs qui m'attaquaient. Un jour, j'ai décidé de faire la muscu, toujours pareil, c'est une histoire de rupture sentimentale. Je me suis mis à la muscu à fond la caisse, j'avais pris 15 kilos de muscle. Dans ma tête, j'envoyais un signal d'un mec solide. Dans ma tête, j'étais toujours le petit maigrichon qui se faisait taper à la cour de récréation. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, c'est pareil, j'avais beau être à la tête d'un truc, d'une maison d'édition sur la route. Dans ma tête, j'étais toujours le vieux cum dont personne ne voulait. Tu vois ? Donc tout ça, ça prend du temps. Ça prend du temps à intégrer. Et encore une fois, je te dis, 10 ans après, j'ai toujours un petit peu du mal avec ça. Et du coup, c'est parti. On a créé cette maison d'édition. Toth était plus autour de son univers et plus autour d'un univers, je veux dire, pré-ado. Moi, j'étais un peu plus dans le jeune adulte urbain, tu vois. Donc, c'est là où j'ai dit, peut-être on pourrait faire des différentes collections. Et c'est là que j'ai créé le label 619. Vas-y. Ouais, de manière à ce qu'on soit tout à fait cohérent dans une logique de ligne éditoriale, quoi, tu vois. Et t'avais déjà l'idée de projet du long métrage de Moutafoukaz à ce moment-là ? Non, pour moi c'était fini. Oui et non, si tu veux. C'est-à-dire que moi j'ai toujours considéré que c'est un univers qui pouvait se décliner sur plusieurs supports, mais j'avais pas de volonté particulière d'en faire un long métrage. Mais qu'est-ce qui a fait la volonté particulière ? Encore une fois, une rencontre complètement what the fuck. C'était quoi alors ? C'est que Toth, Dofus marchant très bien, il a commencé à investir beaucoup, on a commencé à devenir beaucoup. Moi j'étais le 20e salarié, j'étais sa grande fierté, parce que c'était le chiffre 20, pour lui c'était vraiment waouh, on a passé un cap, et puis en un an on était 150, tu vois. Et du coup il a voulu faire des projets de plus en plus ambitieux, et il a décidé de créer Ankama Japan à Tokyo. Donc il a ouvert un Ankama au Japon pour faire de l'animation, et en particulier pour faire peut-être le long métrage Dofus, ou peut-être des séries par rapport à son univers Dofus Wakfu. En faisant ça, il rencontre tous les acteurs de la scène de l'animation de Tokyo, notamment le studio 4C. Le studio 4C qui est le studio mythique, qui a fait Amer Béton, qui a fait Mind Game et compagnie. Là-dessus, il rencontre la boss du studio 4C, Madame Tanaka, et Toth, en présentant sa boîte, il présente aussi nos bandes dessinées, et parmi les bandes dessinées, il y a Moutafoukaz. Et elle bloque sur Moutafoukaz, elle dit « Nous, ce genre de projet, c'est typiquement notre ADN. Donc si on pouvait faire une collaboration, on en serait très ravis, mais c'est plutôt sur cet univers-là qu'on voudrait faire les choses. » Et Toth, je me rappelle, c'était le lendemain de mon anniversaire, il me fait un Skype, il me dit tranquille, quoi. Il me fait Studio 4C, ils sont chauds pour faire un film Moutafoukaz, t'es chaud ou t'es pas chaud? Je dis attends, mais t'es sérieux? Non, mais ils sont prêts là, ils sont prêts, ils sortent, ils ont rien de prévu, machin, c'est maintenant ou jamais, t'es chaud, t'es pas chaud. Moi, dans ma tête, je vois un vortex, un trou noir s'ouvrir parce que j'étais pas prêt. Moi, j'étais juste en train de j'étais dans mon tome 3 de Moutafoukaz, j'étais en train de me dire, il va peut-être falloir que je pousse jusqu'à 5 tomes, tu vois. Et d'un coup, on me propose un long métrage, c'est maintenant, il faut dire maintenant, tout de suite, quoi, tu vois. Je dis, ouais, vas-y, chaud, mais dans ma tête, je me dis, putain, dans quelle galère je m'embarque. Surtout Studio 4C, tu vois. Et ça a commencé. C'est très renommé, c'est ça? C'est très renommé, puis t'as intérêt d'être costaud de ouf, quoi, tu vois. Parce que t'arrives pas les mains dans les poches en disant salut les gars, voilà ma BD, on y va, quoi. Ouais. Il faut que tu sois, que t'aies du répondant derrière, quoi, tu vois.
Et puis voilà, au début, ça devait juste être une adaptation que eux faisaient. Tu penses qu'à l'époque où t'es pas allé à Sundance, t'aurais refusé le film Mutafukaz ou ça a rien à voir? À l'époque de Sundance, ouais, j'aurais été pas prêt de toute façon. J'aurais pas été prêt, hein, je pense. Là, tu te sentais prêt? Non. non, j'étais pas prêt. J'ai accepté parce que est-ce qu'on peut refuser ça dans une vie? Tu vois ce que je veux dire? Même si je sentais que ça allait être compliqué et tout, je me suis dit, je peux pas refuser. Et en plus, le truc était cadré, c'est-à-dire que t'as rien à faire. Tu vas juste checker de temps en temps. Mais très vite, on s'est rendu compte que c'était pas si simple. Très vite, on s'est rendu compte que pour comprendre l'univers et tout, il y avait personne de mieux placé que moi pour adapter la BD. Parce que la BD n'était pas en plus finie. Moi, je savais exactement ce que je faisais, mais la BD n'était pas finie. Les personnages, je les connais par cœur. Je sais exactement comment ils réagissent dans telle et telle situation. Oui, ça, on en parlait tout à l'heure. Ce qu'on a parlé. En fait, c'est une des premières fois que je parle autant avec l'invité avant l'épisode. Mais on parlait du fait que dans tes. Moi, ce qui m'a vraiment frappé en lisant Mutafukaz et en regardant le film, c'est à quel point le niveau de détail, en fait. C'est-à-dire que tout. Même par exemple dans la BD, si tu as une case avec un personnage qui a l'air mais vraiment très secondaire, et ben ce personnage, en fait, si tu le regardes, tu vois qu'il est pensé. Et je me dis, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je pense que tu sais exactement qui c'est, tu sais à peu près où il va, en fait, Oui. qu'est-ce qu'il fait de sa journée, pourquoi il est là. Et même quand on entre que ce soit dans le film ou dans la BD encore, quand on entre dans des maisons ou dans des intérieurs, il y a toute une vie à l'intérieur, il y a plein de détails qui sont collés au mur, des photos, des trucs. Et je trouvais que c'est ce qui faisait que c'était. Souvent, c'est ce qui fait la différence entre les trucs vraiment bien et les trucs qui sont juste un peu bien. C'est que tu sens vraiment que l'univers est très très riche, quoi. Et dans Mutafukaz, c'est vraiment, tu pourrais prendre. Là, j'ai fait des lectures, je l'ai lu une fois, tu vois. Ouais. En fait, je pourrais le lire plein de fois et je suis sûr qu'à chaque fois, je trouverais des trucs en plus. Ouais, c'est cool. C'est ce que j'aime aussi ce qui était bien dans les jeux vidéo, enfin, ce qui est toujours bien dans les jeux vidéo vraiment poussés, où t'as vraiment, en fait, tu peux y passer ta vie à regarder par terre les détails et tout, quoi. Ben, le truc, c'est que moi, quand je dessine Mutafukaz, le moindre personnage secondaire, même s'il apparaît qu'une case, je lui donne un nom, un prénom, déjà. Donc, ça me permet aussi de... Direct, quand tu le crées, tu lui donnes un nom, un prénom? Ouais. Et est-ce que tu réfléchis un peu à son histoire directe ou Ouais. Bah, après, je m'en vais... Il y a des trucs où des fois, j'ai des petits cheats perso, quoi. C'est-à-dire que des fois, je m'en vais sur People of Walmart, tu vois, le site, enfin, c'est un site où il y a plein de gens. Tu vois, les Walmart aux États-Unis, ouais. c'est une chaîne des grands centres commerciaux. Des grands centres commerciaux, et c'est un peu toute la misère sociale qui se retrouve là-bas aussi, tu vois. Et il y a des gens qui recensent, qui font des photos et qui mettent des gens de Walmart en photo, carrément. Donc c'est toujours des gens aussi graphiquement, je veux dire. Moi, ce qui m'intéresse de toute façon dans mon travail en général, c'est les gens c'est les abîmés, tu vois, c'est les gueules cassées, c'est pour compte, c'est rarement les flamboyants, tu vois. Donc ça m'intéresse tout ça. Là, tu as vu un peu Roubaix, comment ça se passe. Pendant un moment, c'était la ville la plus pauvre de France, Roubaix. Donc c'est aussi mon quotidien et c'est ça qui m'intéresse. Donc ouais, de temps en temps, je m'en vais chercher l'inspiration là-dedans. Et puis ouais, je leur trouve un nom, un prénom. Je sais plus ou moins où ils vont, ce qu'ils font, pourquoi ils sont là. Et voilà, et ça permet comme ça de faire les personnages les moins lisses possibles. Parce que juste des avatars qui n'existent que le temps de la case... Je trouve pas ça super intéressant, mais du coup, la difficulté, c'est que quand tu peux pas confier les rênes de l'univers à quelqu'un qui ne, en plus, c'est un japonais, donc culturellement, c'est pas la même, et c'est trop difficile parce que il y a ce que je montre dans les cases et il y a aussi ce qui existe entre les cases. Et pour moi, ce qui existe entre les cases, c'est presque plus important. C'est-à-dire que moi, ce que je montre dans la BD Mutafukaz, c'est peut-être 10% de ce que tu sais. De ce que je sais, ouais, bien sûr. Et je te disais tout à l'heure, ça me fait trop penser au tu sais, à Apple quand ils fabriquaient des iPhones, enfin, en fait tout ce qu'Apple fabrique. En tout cas, quand tu lis la biographie de Steve Jobs, tu vois qu'il faisait vraiment chier tout le monde dans la boîte pour que les pièces à l'intérieur de l'iPhone ou de l'iPod soient hyper belles et que soient parfaites, en fait. Et les mecs lui disaient, mais on s'en fout, quoi, c'est à l'intérieur de l'iPhone, personne ne va le voir. Ils disaient, non, c'est hyper important que tout soit nickel, tu vois. Et ça me fait penser à ça un peu. Ouais, mais c'est terrible. Et c'est marrant, cette anecdote que je connaissais pas, c'est que je perds un temps fou sur ma BD parce que je dessine tout. Et je colorie tout, même ce qu'il y a derrière les bulles. Comment ça? Bah, je dessine tout avant de mettre ma bulle. Tu vois, il y a des tu gens, dessines derrière la bulle et ensuite tu places ta bulle. Exactement. Donc, il y a même... Donc, c'est-à-dire que même dans les planches, même dans les cases, je montre peut-être
70% de la case comme elle est en vrai, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce que parfois, tu mets des grosses bulles pour les onomatopées, les choses comme ça. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une perte de temps phénoménale. De toute façon, il faut que je revoie. Est-ce que c'est vraiment une perte de temps, tu crois? Je crois que c'est un petit défaut perfectionniste qui n'a aucun sens, en vérité. Mais j'ai ce besoin. Je sais pas d'où ça me vient exactement. J'aurais l'impression de me foutre de la gueule des gens s'il n'y avait rien derrière la bulle, en fait. Là, que s'ils pouvaient enlever la bulle et voir qu'il n'y a rien derrière. Ouais, un peu. Ils se diraient, mais en fait, c'est fake ton truc, tu vois. Non, c'est pas fake, ça existe. Regardez, derrière la bulle, il y a même encore le décor. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, il y a un truc du domaine de l'inconscient où j'ai l'impression un peu de me foutre de la gueule du monde. Mais est-ce que c'est vraiment est-ce que le temps est vraiment important comme facteur là-dedans? Ouais, pour moi, ouais, parce que. Enfin, le temps, non, c'est-à-dire. Bah, dans le sens. Est-ce que c'est si important? Par exemple, on pourrait dire que tu as passé très longtemps sur Mutafukas, tu vois. Est-ce que finalement c'est important face à une œuvre qui est vraiment bien faite, tu vois? Est-ce qu'il faut pas parce que passer 6 mois sur des trucs et en sortir plein? Ouais, mais tu vois, concevoir la bulle d'abord et éviter de faire le dessin derrière, ça me ferait, sur chaque case, ça me ferait gagner beaucoup de temps et ça ferait que les tomes auraient pu sortir plus vite. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc oui, quelque part, c'est quand même important. Il vaut mieux éviter de gaspiller son temps inutilement. Surtout qu'au travers de mes missions annexes, de directeur de collection, ensuite de réalisateur et tout, je perds déjà beaucoup. Enfin, c'est pas vraiment que je perds du temps, mais il y a des fuites d'énergie dans tous les sens. Et des fois, tu passes une journée à répondre à des mails. Alors certes, ça fait avancer le projet, mais pas tant que ça. Des fois, moi j'ai un rapport assez spécial au temps, déjà. Je sais jamais la date qu'on est, déjà. Ah ouais, c'est à peine si je sais l'année qu'on est. Je sais pas. J'ai toujours eu un énorme problème par rapport à ça. Je crois que c'est toujours pareil. C'est toujours l'angoisse de la mort. C'est toujours l'angoisse du temps qui passe. C'est toujours l'angoisse de combien de temps il me reste. Souvent, je me pose la question, combien de temps il me reste? Est-ce que je vais avoir le temps de faire encore combien de tomes? C'est un truc qui m'obsède. Tu comptes en tomes restants, quoi. En tomes restants, en année de vie restante, ouais. Tu vois, si tout va bien, si tout va mal, enfin bon, bref. C'est intéressant parce que je fais exactement l'inverse, c'est-à-dire que ça m'angoisse pareil, parce que moi vraiment je sais exactement quel jour on est, quelle année on est, je sais exactement quand c'était que ça s'est passé ce truc-là, tu vois. Je suis hyper précis, quoi. Moi je sais même pas l'âge que j'ai, tu vois. Donc tous les ans je fais le calcul, me dire ah ouais, ok, d'accord. Mais ouais, j'ai un problème par rapport au temps. Après, je sais pas. Non, t'as pas eu l'occasion de lire l'édito du Doggy Bags 13, mais je raconte aussi un événement qui m'a vraiment bien secoué quand j'étais plus jeune, qui a fait que j'ai un rapport à la mort qui est assez particulier. Mais et tout ça joue. J'ai toujours l'impression d'avoir une espèce de chronomètre. C'est quoi t'en parles? Tu veux en parler ou Ouais, ça va être long, ça va plomber le podcast, mais en tout cas, j'ai toujours l'impression d'avoir un chronomètre dans la tête, ce qui est assez pénible à vivre, hein, même pour mon entourage, hein, d'ailleurs. Pourquoi? Parce que je suis jamais relax, je suis jamais relax. Je ne peux pas me reposer, à me dire oh je suis bien là, je fais rien, tu vois. C'est impossible. Tu peux pas te chiller, quoi. Non. Je ne peux pas. Même tout ce qui est rapport au contrôle, la perte de contrôle, c'est un truc j'ai énormément de mal avec ça. C'est-à-dire, par exemple, je bois pas d'alcool parce que je veux toujours avoir le contrôle. Bon, après, c'est toujours des histoires familiales, c'est toujours un historique, un passif qui fait que tu en arrives à ça, tu vois. Mais ouais, j'ai toujours ce besoin de contrôle dans tout ce que je fais. D'où l'appétence pour les jeux vidéo, les BD, les choses comme ça. Alors, le jeu vidéo, c'est super particulier. C'est vrai que j'ai remarqué que je faisais facilement tout le temps les mêmes maps. Je crois que c'est le seul truc au monde qui me rassure, le jeu vidéo. J'aime bien savoir, j'aime bien maîtriser le truc. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'inverse de la vraie vie, en fait, si tu veux. C'est-à-dire, dans la vraie vie, tu sais jamais ce qui peut te tomber dessus. Que dans un jeu vidéo, tu as l'impression de maîtriser ton petit univers, tu es un peu Dieu sur Terre, tu vois ce que je veux dire? Et c'est rassurant, ça, tu vois. Tu te dis, tiens, tu vas pas te choper un cancer dans un jeu vidéo, tu vois. Tu vas pas... Tu maîtrises ton truc, quoi, tu vois. T'as une sensation de maîtriser complètement ta vie, quoi. Ce qui n'arrive rarement. C'est clair. Dans la vie de tous les jours, tu subis beaucoup plus que tu maîtrises, tu vois ce que je veux dire. Et même, et peu importe où t'en es, hein, je pense, peu importe où t'en es professionnellement, émotionnellement, ou j'ai l'impression quand même qu'il y a toujours une part de, tu subis, quoi. Tu subis les choses et tu fais au mieux pour que ça se passe au mieux. T'as l'impression de devenir meilleur pour affronter les choses qui t'arrivent, justement?
avec le temps ou pas? Je ne saurais pas répondre à la question. C'est assez particulier. Disons que maintenant, j'ai des signaux qui s'allument quand je vois que ça part en couille et qu'il faut dire stop ou qu'il faut reposer les choses à pas ou qu'il faut dormir, tout simplement, ou qu'il faut manger. Ouais, tu me disais tout à l'heure comment c'est ce que tu as remis au centre, c'est ça? Ouais, j'ai remis au centre les trucs les plus basiques du monde. C'est-à-dire que je me suis aperçu que le manque de sommeil faisait, en tout cas sur moi, avait des effets délétères. C'est-à-dire que je commence à tout voir en noir, je commence à me dire qu'il n'y a rien qui va. Je commence à partir dans un délire très, très, très pessimiste, très négatif. Je commence même à paranoïer, tu vois. Donc ça, j'ai expérimenté au travers de 2 gros burn-out que j'ai fait 2013 et 2015. J'ai expérimenté les limites de ma santé psychologique et de ma santé physique. Donc maintenant, je sais. Tu pouvais plus bosser, tu pouvais plus rien faire? Je pouvais plus rien faire. Je pouvais même plus lire. Je pouvais même plus lire quelque chose. C'est-à-dire que je ne comprenais même plus les mots que je disais. J'en étais arrivé à ce point d'épuisement psychologique. J'étais devant une télé, mec. Les gens parlaient, je comprenais pas ce qu'ils disaient. Je n'arrivais plus à comprendre. J'étais complètement déconnecté. J'étais dans une espèce de vapeur toxique qui me détruisait de l'intérieur. C'est un truc très chelou. D'ailleurs, dans une BD que je suis en train d'écrire là, dans un spin-off de Moutafka, je décris ça. L'ayant vécu, je trouve ça super intéressant pour un personnage. Et bon, bref, je suis parti vraiment dans un très mauvais délire. C'est à cause de trop de travail Ouais, tout mélangé en fait, plusieurs facteurs. Trop de travail déjà qui avait bien affaibli tu vois, mes défenses. Et puis ensuite, toujours les mêmes choses, hein, des problèmes, je veux dire, d'ordre affectif, de vie normale, hein, tu vois, de problèmes normaux, de gens normaux, tu vois, de trucs où tu as l'impression qu'il n'y a rien qui va. Et en fait, cette sensation, et au plus tu es fatigué, au plus tu as l'impression qu'il n'y a rien qui va. Et c'est une espèce de spirale descendante, quoi, tu vois. Donc je sais même pas pourquoi on en est venu à parler. Ouais, je sais plus. Tu parlais de ton rapport au temps et de... Voilà. Et mon rapport au temps, le voilà. Et reprendre les choses à la base, effectivement, dormir et bien manger, sans déconner, c'est quelque chose maintenant sur laquelle je suis très vigilant. Parce que je me suis aperçu que ça pouvait commencer par ça, tu vois. C'est con, hein, mais justement, cet épuisement au travail, il est accentué par le fait de mal dormir, tu vois, ou de pas dormir. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles, en ce moment, je suis en train de travailler beaucoup, de manière à m'esquiver des problèmes potentiels. Ouais, c'est un truc qui paraît hyper bateau, à chaque fois que tu dis faut bien dormir, il faut bien manger, mais ouais. En fait c'est la base de la base. Trop. Mais moi je me rends compte aussi, hein, parce que vraiment je te le disais tout à l'heure, je me rends compte que parfois j'ai des épisodes vraiment presque dépressifs, et en fait et dans ces moments-là je me dis vraiment oh là là je suis dépressif ou je rate ma vie, tu vois, des trucs comme ça, et en fait après je dors 10 heures ou 11 heures parce que j'avais besoin de rattraper, et le lendemain je suis là mais en fait non ça va nickel, bien sûr. Et c'est fou quoi à quel point c'est... Bien sûr. Le manque de sommeil, de toute façon c'est pas pour rien que dans les sectes... Ouais. Ou même à Guantanamo, les mecs, ils les empêchent de dormir, quoi. Tu vois, ça te casse, ça te brise complètement. Et ouais, et l'air de rien, tu vois, le film avec le Japon, qui a été 100% autofinancé par Ankama, tu vois, c'était aussi une grosse pression sur les épaules. C'est quoi comme genre de budget? C'est en tout et pour tout, quand tu calcules tout, les voix, les machins, la post-prod, la pré-prod et tout, on était à 4 millions d'euros. Ce qui n'est pas excessif pour un projet de cette qualité, je dirais, ni de cette ampleur, mais qui, à l'échelle humaine, est déjà énorme. Et si tu veux, c'était quand même une grosse responsabilité, plus la responsabilité quand même de directeur de collection, plus toutes les questions existentielles que tu peux te poser en tant qu'auteur, tu vois. Et en plus, ce que j'ai appris aussi... moi, je suis très content du résultat du film Moutafka, j'en suis super satisfait. Mais par contre, ce que j'ai compris aussi, et c'est quelque chose qui s'est vraiment inscrit dans ma chair, c'est que, et j'en ai conscience maintenant chaque fois que je regarde un film, le résultat d'un film, c'est pas juste l'émanation de la volonté d'un réalisateur ou d'un auteur ou d'un créateur. C'est une contrainte, c'est une succession de contraintes qui t'ont amené à un résultat. Ça, je l'ai vraiment compris en faisant le film Moutafka. Et voilà. Et je suis content parce que ces contraintes-là, je pense qu'on les a... je vais pas dire sublimé mais tu vois, on en a fait quelque chose. Mais par contre, j'ai aussi pris conscience que c'était pas si simple, tu vois, dans le sens où c'est pas genre je veux faire ça, je veux faire ce film-là, et le film se fait comme ça. Là, il faut accepter de lâcher prise un peu sur ce genre de projet. Voilà. Mais le lâcher prise, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure pendant que je te parlais, quand je te parlais de contrôle. Le lâcher prise, c'est quelque chose encore aujourd'hui dont je suis incapable.
quand je vois des gens qui lâchent prise, mec, tu peux pas savoir comme je les envie. Ah ouais. C'est un truc dont je suis totalement incapable. Mais pourtant, là, du coup, tu as réussi avec le film. Tu pouvais pas tout contrôler, quoi, en l'occurrence. Ouais, mais c'est un lâcher prise qui est... Putain, attends, tu vois, quand tu bosses avec le studio 4C, qui est un des meilleurs studios du monde, vas-y, tu peux lâcher prise tranquille, tu vois. C'est même pas tant lâcher prise, c'est à un moment donné faire confiance et te dire, de toute façon, c'est entre de bonnes mains. Même s'il fallait de toute façon être toujours présent, toujours validé, mais tout ça, si tu veux, ça a été fait pendant la pré-production. La pré-production, on a mis 2 ans pendant lesquels on s'est réglé au millimètre. Tu vois ? Ce qui fait que pendant la production, tout était cadré. Quand on a démarré la production, bon, si ce n'est qu'à un moment donné, au début, le film devait faire 1h50, au final, il devait faire qu'1h30. Ça, on l'a appris au début de la production. Donc, il a fallu rebosser tout ça. Mais, en tout cas, c'était cadré complètement. Et moi, j'ai laissé Nishimi-san, qui est le co-réalisateur japonais, j'ai laissé vraiment être en prise directe avec ses équipes. Je ne voulais pas interférer. Alors, bien sûr, j'étais toujours en backup et j'étais toujours là pour valider, parfois redemander des retakes, des trucs comme ça. Mais on s'était mis tellement d'accord pendant les 2 ans de pré-prod que là, c'était bon. Tu vois. Est-ce que tu as eu peur pendant ce moment-là? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu dis qu'il allait pas se faire ou que ça allait rater ou... Tout le temps. Ah ouais? Tout le temps. Tu peux pas savoir le nombre de fois. Même avec ce studio qui prend ça en main, tu t'es dit il y a trop de... Ouais, parce que attends, à un moment donné, il faut quand même payer les gens et puis tu sais pas ce qui peut se passer. Et à un moment donné, quand ça dure 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je vais te le faire jusqu'au bout. 6 ans, 7 ans, 8 ans. C'est long. Il peut arriver tout, n'importe quoi. Tu vois, et aussi, il aurait pu arriver les démotivations des équipes. Il aurait pu arriver plein de trucs. Moi, tu vois, pendant cette période-là, j'ai quand même fait 2 gros claquages bien sévères, quoi. Donc ouais, bien sûr. Je me suis même dit à un moment, quand je me suis retrouvé à l'hosto, au médecin anesthésiste, je te jure que c'est vrai, hein. J'ai dit, écoutez, s'il vous plaît, je me suis toujours dit, je suis en train de faire un film, je me suis toujours dit que de mon vivant, je ne verrais pas le résultat final. S'il vous plaît, promettez-moi que je vais me réveiller. Je lui ai dit ça avant qu'il m'endorme. Il m'a dit, je ne sais pas si vous verrez votre film, mais je peux vous promettre que vous vous réveillerez après cette opération. Ouais. Donc j'en étais arrivé à un point de certitude où je pensais que je mourrais avant de voir le film. Attends, mais tu as eu une opération à cause d'un burn-out? Ouais, enfin c'était un examen complet. Okay. Je te passe les détails, mais examen complet, tu peux pas le faire Okay. J'allais dire de ton vivant, non, tu peux pas le faire réveiller, quoi. Et tu avais eu l'idée dès le début de mettre Orelsan à la voix, non, ça, depuis son premier album, c'est ça? Alors dès le premier album, à la première écoute, en plus c'est pareil, exactement comme pour le mec de la Fnac. Il y avait un mec qui me tannait. Ouais, tu devrais écouter ça, c'est cool et tout. C'est Orelsan, il est de notre génération et tout. Bon, le mec, j'avais 7 ans de plus que lui, mais bon, c'est tant mieux, il me considérait de sa génération. Il est de notre génération, Club Do, machin et tout. Tu devrais écouter. Et moi, je me dis, putain, et là, il a dit tous les mots-clés qui me donnent pas envie d'écouter. Tu vois? Donc, j'ai fait, ouais, bon. Puis le rap français, tu sais quoi? Je me dis, ouais, je sais pas, bon. Puis un jour, je me dis, bon, je vais tenter le coup. Et là, j'écoute son premier morceau, Perdu d'avance, et tout. Je dis, ah putain, il y a un truc quand même, ce mec et tout. Je réécoute une deuxième fois. Je dis, vas-y, je prends l'album. Donc, je l'achète. Et j'écoute son truc. Et là, d'un coup, ça me vient évident que j'écoute Angelino. Tu vois, c'est très bizarre. Pourquoi? C'est marrant. Bah, dans les textes, dans le phrasé, dans son côté à la fois un peu... L'Orelsan de cette époque, il était un peu vénère dans ses textes quand même. Il avait une voix un peu plus fluette. Et en même temps, il était... blasé, il était à la fois victime et vénère, tu vois, il y avait un drôle de truc chelou comme ça qui m'évoquait vraiment Angelino. Et puis j'ai contacté parce qu'on était en train d'écrire le truc et tout, donc j'ai contacté et ah ouais, ok, il a dit ok, je vais tenter, je vais poser ma voix. Donc lui, il est arrivé, il pensait qu'il arrivait dans un studio, tu vois, avec le truc nickel et tout, tu parles, il n'y avait que dalle, mec, on avait imprimé sur des feuilles A4 du texte, et il enregistrait sa voix dans rien, quoi, tu vois, juste voir si ça passait, tu vois, et je me dis, ouais, moi je le sens bien, je sens que ça peut être ce gars-là, tu vois, et c'est en pleine polémique, tu vois, la vieille polémique qu'il y a eu, complètement injustifiée, enfin en tout cas... sur ces morceaux, Sale pute et Saint-Valentin. Ouais, mais des trucs, tu vois, quand tu connais le bonhomme, à aucun moment tu peux prendre ça au sérieux, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, bref, comme d'hab, on a besoin de... Voilà, les mecs, ils étaient partis là, sur cette pente-là avec Orelsan, donc c'était vraiment, il était persona non grata, t'imagines, il y a quand même Ségolène Royal qui avait... déprogrammé des francopholies, ouais. Un truc de malade.
complètement justifié par rapport au gars en plus et par rapport à son album, parce que dans son album, il explique exactement, en tout cas dans Perdu d'avance, quand tu l'écoutes, tu dis non mais c'est un faux procès, je veux dire, c'est l'inverse de ce qu'on lui reproche, tu vois. Bref, peu importe. Et lui, il l'avait mal, hein. Il l'a très mal vécu cette période-là, et du coup, quand on s'est rencontrés la première fois, il était en pleine période comme ça, tu vois. Et puis voilà, et ensuite, donc moi, j'avais mon producteur à l'époque, il m'avait dit non mais il n'y a pas moyen, pas ce gars-là. Qui tu veux, pas ce gars-là. Moi, j'avais dit non, mais c'est lui. Je sens que c'est lui. Je veux ce gars-là. Puis en plus, moi, plus on me dit non, plus j'ai envie, quoi. Donc, au final, on a laissé en stand-by pendant un moment. De toute façon, il fallait que le film se fasse et tout. Et ensuite, on a commencé à avoir des images. Et puis, et j'ai dit, moi, je veux le retenter. Je veux retenter Orelsan. Donc, il fallait convaincre un autre boss. Donc, vas-y, on le réappelle pour qu'il vienne refaire des tests. Et moi, ça m'emmerdait parce que je me dis, putain, c'est la deuxième fois qu'il se déplace, qu'on le fait venir à Roubaix, tu vois. Donc, il vient un dimanche. Il commençait déjà à être un peu plus connu, tu vois. Et c'est parti. Et voilà. Et il refait des textes. Et on essaye d'enregistrer. Moi, si tu veux, j'en étais à une étape où on avait l'animatique complète. Et je devais convaincre mon propre producteur de l'époque. C'est quoi l'animatique ? L'animatique, c'est le storyboard. Tu vois ce que c'est, un storyboard ? Oui, je sais que c'est un storyboard. Ouais. Dans complet, une vidéo. D'accord. Où comme ça, tu vois un peu le temps qui passe et tu as le déroulé de l'animation. Ok. C'est le brouillon de l'animation. D'accord. Et donc, moi, je devais convaincre mon producteur de l'époque, qui n'était pas le producteur final, mais du choix d'Orelsan et tout simplement du choix de continuer à faire ce film. On en a été là, tu vois. Donc, bref, du coup, j'ai passé 2 mois à bruiter, alors que c'est pas mon boulot, hein, à bruiter toute l'animatique et à placer des phrases, des textes sur les personnages de l'animatique. Notamment les bruitages, c'est-à-dire les voitures, les trucs qui... Tout. Alors, j'ai chopé un truc qui s'appelait Soundbank 6000 et je me suis coltiné les, je sais pas combien, les 21 CD pour choper les bruits et j'ai tout. J'ai fait le son de toute l'animatique avec les voix des personnages que moi j'en ai fait certains. Aurel avait fait la voix d'Angelino. On n'avait pas eu le temps de tout finir, donc il avait fait 55% du truc. Et voilà. Et ensuite... Comme quoi, t'as quand même fait une grosse partie des choses tout seul. Et c'est sûrement ce qui a fait que le film a pu se faire aussi, quoi. Bah, en fait, pour convaincre, c'est ça le problème. C'est pas... Ouais. Moi, sur le film, il est clairement collectif. Et c'est Studio 4C qui a produit, qui a fait des images et tout. Ouais, pour donner la première impulsion, quoi. Alors, voilà. Par contre, tout ce qui était en coulisses, politique, décision et machin, là, j'ai dû vraiment batailler. Et c'est ça aussi qui m'a épuisé. Bref. Et Aurel était en train de finir son 2e album, tu vois. Le chant des sirènes. Et par contre, donc l'autre producteur est parti. Il y a eu un autre producteur qui est arrivé, qui était beaucoup plus ouvert à la voix d'Aurel. Par contre, Aurel, c'est tout. Il était parti sur une autoroute là pour le coup. Il nous a fait le chant des sirènes. Ensuite, les casseurs flotteurs bloqués. Son long métrage, tu vois. Et nous, on en était toujours à la même proposition, tu vois, qui n'avait pas bougé d'un iota. Bon, les images se créent et tout, mais... Et je me suis dit, on va quand même attendre que ce soit fini pour le recontacter une 3e fois, parce qu'il faut... Moi, c'est hors de question que je le rappelle une 3e fois pour refaire un test, c'est mort. C'est lui ou pas lui, mais en tout cas, à la fin, on en saura plus. Et puis voilà, une fois que le film a été terminé, qu'on a eu les images, et qu'on a décidé de faire la post-prod, là, j'ai recontacté Aurel, et pour que ça ait l'air plus sérieux que les autres fois, là, pour le coup, on a fait un montage maison sur lesquels, avec le chargé de post-prod qui s'appelle Guillaume Scoffier, on a rajouté les voix de Comment c'est loin. Tu sais, quand ils s'engueulent, à un moment, ils s'engueulent, Aurel et Gringe, dans Comment c'est loin. Moi, entre-temps, ayant vu Bloqué, je me suis dit, mais attends, putain, quand je voyais Bloqué, j'avais l'impression de voir Vince Angino sur le canapé. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est vraiment l'impression qu'on a d'ailleurs dans le film au début. Carrément. Sur le canapé, c'est bloqué, quoi, un peu. Mais c'est bloqué. Et du coup, et ce qui est marrant, c'est que, tu vois, c'est encore une fois, ça m'a conforté dans mon idée que c'était Orelsan, tu vois. Je me suis dit, attends, Moutafoukaz, déjà, même les BD, c'est déjà bloqué, tu vois ce que je veux dire. Et d'un coup, ils font bloquer à Gringe. Je me dis, mais là, on est à 2000% raccord. Donc, on a pris les voix de Comment c'est long, on les a mis sur un extrait de Moutafoukaz. On a fait une bande annonce spécialement pour Gringe et Orelsan, où on a mis le titre Nous, tu vois.
Et on a envoyé ça en disant, les gars, voilà, nous on est prêts. Moi, Aurélien, j'ai vraiment envie de le faire avec toi. Gringe, ça serait vraiment top et ça prendrait du sens s'il pouvait faire Vince. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et direct, ils ont répondu, nous on est chaud, c'est parti quoi. Moi, si tu veux, 6 ans après, je me suis dit peut-être que le mec il va dire, putain, ton projet là, ça fait, ça commence à faire loin quoi, tu vois. Et il a répondu présent, donc non, j'étais super content qu'il accepte. Donc souvent les gens me posent la question genre ouais, mais c'est un choix commercial quoi. Putain, mais c'est un choix d'amour quoi, tu vois. C'est un choix d'amour, tu vois. Alors aujourd'hui, il se trouve que ça tombe bien. Parce qu'en plus, les mecs, voilà, ils en sont où ils en sont. Mais à la base, voilà, c'était vraiment un choix éditorial cohérent, une évidence en fait. Et là, donc, le film sort le 23 mai. Ouais. Parce que vous avez réussi à le distribuer, etc. Quoi. Ouais. Et comment tu te sens par rapport à ça? T'es dans quel état d'esprit maintenant, du coup? Je suis tranquille. Je suis tranquille dans le sens où le film est fini et fait. Je sais qu'on a eu des bons retours. Je sais que les gens, ils étaient en kiff. Je sais que voilà, c'est un film qui est généreux et que de toute façon, il rencontrera son public quoi qu'il arrive. Après, le seul truc que j'aimerais dire aux gens, c'est que sans déconner, s'ils sont sensibles aux nouvelles propositions dans le cinéma français, il faut vraiment qu'ils aillent le voir. Tu vois, il faut qu'ils se déplacent, il faut qu'ils aillent voir le film au cinéma le 23 mai, parce que ça enverra un signal fort aux distributeurs, aux producteurs, aux exploitants de salles, qu'il y a un public pour ce genre de propositions en France. Parce que sinon, on va se retrouver jusqu'en 2040 avec des comédies françaises, avec Christian Clavier et tout. J'ai rien contre ces gars-là, si tu veux. Mais il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas de proposition. Il n'y a pas de cinéma de genre en France, c'est quand même hallucinant, tu vois. La France, au travers des bandes dessinées, ça a été la patrie de la science-fiction pendant un moment. Ils sont où les films de science-fiction français, tu vois? Où est le film de genre français? Et pour ça, je pense que tout le monde a fait une croix dessus. Même les producteurs, tu vois. C'est trop risqué, c'est trop machin et tout. Les gens pensent qu'il n'y a pas de public. Donc, quelque part, aux auditeurs, je m'adresse à eux là. Si vous voulez que le cinéma français se renouvelle et si vous voulez qu'il y ait des propositions différentes, et même vous, si vous avez des volontés plus tard de devenir réalisateur et de proposer quelque chose de différent, il faut vraiment vous déplacer pour montrer à tous ces gens-là que ce cinéma a une place. Voilà. C'est vraiment important pour maintenant, c'est important pour mon projet, mais c'est aussi important pour les projets à venir. Toi, est-ce que tu as eu le sentiment que tu allais arrêter du coup Moutafoukaz ou que c'était la fin d'un truc avec la sortie du film? Moi, c'est un peu chelou. J'ai pas de. Encore une fois, c'est toujours ma notion du temps, tu vois. Mais j'ai pas de plan dans ma tête préétabli. J'ai jamais vraiment coupé avec Moutafoukaz, tu vois. Même quand j'ai fini le tome 5, les personnages étaient encore là en moi. Je me disais, tiens, lui, qu'est-ce qu'il deviendrait? Tiens, lui, et Tigre, qu'est-ce qu'il devient? Et machin. Et j'ai jamais coupé vraiment réellement avec l'univers. Donc, Je pense que ça va te suivre genre, pour toujours et que tu vas. ça va me suivre longtemps, ouais, je pense, ouais. Après, je sais pas si je continuerai à faire Moutafoukaz pendant, tu vois, jusqu'à 70 balais. Déjà, est-ce que je vais vivre jusqu'à 70 balais? Ça revient à la question que je me pose tout le temps, combien de temps il me reste, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai des envies par rapport à cet univers. J'ai aussi, moi, tu vois, Moutafoukaz de tome, enfin, en tout cas, l'arc 1, comme je l'ai conçu, c'est une première œuvre. J'avais envie de tout mettre dedans. Et entre-temps, j'ai pris aussi de la bouteille, tu vois, donc... moi, clairement, je me disais, c'est peut-être ma première et dernière BD, il faut que je mette tout. faut que je mette tout. Tu vois. Et voilà, elle a la qualité et les défauts d'une première œuvre, si tu veux. Donc maintenant, j'ai pris la bouteille et je connais mieux mes personnages et je connais mieux mon univers. Et ouais, j'aurais envie de développer des choses que j'ai pas forcément eu le temps de développer au travers du premier arc, ni au travers du film, d'ailleurs, tu vois. Le film est déjà beaucoup plus accessible et fluide d'ailleurs que la bande dessinée, tu vois. Bah, du coup, d'ailleurs, au niveau de la prise de bouteille, c'est une question que je posais plus récemment, mais que j'ai envie de te poser. Ouais. C'est finalement, qu'est-ce que tu dirais au run de 30 ans si tu le rencontrais? Au run de 30 ans? Parce que là, t'as quoi, 10-12 ans de plus, ça, c'est un truc comme ça? Ouais, putain, les boules, quoi. Parce que quand tu m'as dit 30 ans, je me suis dit, ouais, mais 30 ans, c'est. Ah ouais, non, ouais, c'est il y a longtemps. Ah ouais. Au run de 30 ans, j'y dirais, putain.
je sais pas ce que je lui dirais. Au run de 30 ans, c'est un peu tard. J'étais déjà dans mon truc. Au run de 20 ans, par contre, je dirais arrête de flipper. Vraiment, arrête de flipper. Arrête. Bouge. Surtout, bouge. Voyage. Tu vois, moi, les voyages, c'est un truc qui m'a... Maintenant, qui me libère l'esprit, mais d'une force. Si tu veux, toute l'inspiration me vient quand je voyage. Tu vois. Et puis découvrir des nouveaux horizons, des nouvelles personnes, des nouvelles façons de penser, tu vois, on est très ethnocentré, tu vois, quand tu vas au Japon, tu dis bah ouais, mais en fait c'est carrément différent, tu vois, et il y a pas de bonne façon de penser, il y a pas de enfin je lui dirais ça, je lui dirais mec bouge et arrête de flipper. Et à 20 ans, je lui dirais aussi largue cette meuf. et ouais, je lui dirais ça. Bah, merci beaucoup, Run, d'être venu sur Nouvelle École. Bah, merci à toi. Qu'est-ce qu'on dit aux gens de faire, du coup, d'aller voir Moutafoukaz le 23 mai en salle? Ouais. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre pour soutenir ou juste aller voir ton travail s'ils s'y intéressent? Ben écoute, j'essaye d'être assez, disponible, on va dire, sur les réseaux sociaux, que ce soit au travers de la page Facebook Moutafoukaz, Facebook /Real Moutafoukaz, et aussi sur mon Instagram, où là c'est beaucoup plus familial. Je dois avoir peut-être 6000 gars qui me suivent, et là pour le coup je montre vraiment dans les stories, je montre les coulisses, je montre vraiment même les trucs les moins flamboyants, je montre tout de manière à ce que les gens se fassent une idée de la réalité du terrain, tu vois, parce que c'est aussi un univers où il y a beaucoup de fantasmes. Tu vois, moi, c'est ce que je te disais dans la bagnole tout à l'heure. Les premières fois où je me suis présenté au public, c'était sous l'accoutrement d'un cow-boy avec les trailers Doggy Bags, tu vois, et en fait c'est pas la vraie vie. Et du coup, j'ai décidé de montrer tout, à la fois les galères, à la fois les trucs cool, mais de manière très ludique, hein, tu vois. Il s'agit pas de... Non, mais moi j'ai beaucoup apprécié différents trucs que tu as fait là-dessus, parce que moi je m'y connais pas très bien, donc je trouvais ça cool. C'est Run 777, non? C'est 777 Run. C'est par rapport à la chambre de Angelino et... Ouais, qui était la chambre dans laquelle j'ai créé d'ailleurs cet univers. C'était ma chambre d'étudiant à Nancy. 777. Ouais. Donc je l'ai gardé, et ce qui est drôle, c'est que je sais pas si j'aurais gardé comme ça de manière intuitive, mais chaque fois que je rentrais dans mon patelin, chaque fois, ça est arrivé 2 fois, mais c'est suffisamment choquant pour que tu le retiennes. Sur les réservations du TGV, j'étais voiture 7, place 77, tu vois. Et je me suis dit, il y a quelqu'un qui essaie de m'envoyer un signe, là, tu vois. Donc je me suis dit, je vais garder ce truc-là. Et du coup, puis Run, tu vois, quand tu tapes Run sur Internet, tu tombes sur des chaussures de sport, tu vois ce que je veux dire. Tandis que là, moi, j'ai tapé Run Interview. Et il n'y avait que des vidéos sur How to Run an Interview. Ouais. Bah, merci beaucoup, Run. Bah, merci à toi. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si ça vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez m'aider. Et je vais vous dire comment. Premièrement, abonnez-vous à Nouvelle École sur votre application de podcast. C'est hyper facile. Et si vous êtes sur Apple Podcast ou iTunes, vous pouvez laisser un avis, 5 étoiles de préférence. Ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je poste et que je suis. C'est donc @_Nouvelle École. _ c'est le tiret du bas. Si vous voulez recevoir 3 recommandations de ma part chaque vendredi par email, il vous suffit de laisser votre email sur le site nouvelleécole.org. N'importe quel champ d'email sur le site vous donnera accès à cette newsletter où chaque semaine je partage 3 choses qui m'ont plu. Ça peut être des livres, des applications que j'utilise, des films ou des documentaires que j'ai vus. Enfin, dernière chose, si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible. Vous pouvez le faire via Patreon. C'est à patreon.com/nouvelleécolepodcast et les dons commencent à 2 € à peine. Et après, libre à vous de donner ce que vous voulez. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Nouvelle école, je donne ça à l'ancienne.